Arras. Et c'est une enquête qui soulève pas mal de lièvres, une enquête très fouillée sur la collaboration idéologique et économique des vignerons français avec l'Allemagne nazie. C'est publié par Antoine Dreyfus chez Flammarion, Les raisins du Reich. Vous êtes également journaliste, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si ce sont les raisins de la colère ou les raisins de la vengeance, ou les raisons de la vengeance d'ailleurs. Antoine Dreyfus, vous avez fait une enquête. D'ailleurs, juste un mot, c'est une petite critique de détail, mais ce ne sont pas les vignobles français qui ont collaboré avec les nazis, ce sont les propriétaires des vignobles, quand même. Oui. Pas tout à fait la même chose. Les ceps ne sont pas collabos, mais les autres, oui. Alors justement, d'abord, racontez-nous cette enquête, parce que c'est vrai que quand j'ai reçu votre livre, je me suis dit, mais les raisins du Reich, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est vrai que vous avez fait une enquête très fouillée, et très intéressante sur effectivement ce qui s'est passé en 40-44, et vous décrivez, et je voudrais que vous nous que vous décrivez à nos lecteurs, c'est un livre en tout cas que je recommande vraiment, parce qu'il nous révèle beaucoup de choses, comment s'est organisée cette collaboration, cette relation, cette commercialisation entre les autorités allemandes et les vignerons français, en tout cas certains. Il faut... Alors moi je suis pas historien, je suis journaliste, donc je me suis appuyé sur des travaux d'historien, et puis après j'ai été voir tout le monde. Sur le terrain. Sur le terrain, voilà, c'est mon travail, moi, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens et de décrire ça. Et d'ailleurs, je fais un peu le making-of dans le livre de mon enquête pour voir comment on travaille, en fait. Ouais. Et donc, il y a déjà eu des travaux d'historiens universitaires assez sérieux là-dessus, et qui ont décrit parfaitement comment s'organiser ça. Il faut bien comprendre qu'en fait, en France, en 1939, la France est le premier producteur de vin au monde. Du monde, oui, il faut rappeler ça, ouais. Et c'est un enjeu stratégique, vraiment, pour l'Allemagne nazie, quand elle bat la France en mai-juin 40. Mais en quoi c'est un enjeu stratégique, justement? Le vin, on se dit le vin, oui. C'est un enjeu stratégique parce que c'est à la fois un puissant moteur économique, véritablement, et les Allemands, en fait, dès 1939, en fait, ils organisent en août 1939 un grand congrès international du vin où ils affichent leur volonté, en fait, de devenir un acteur majeur dans ce domaine-là, quoi. Et il y a aussi dans les pays fascistes comme l'Italie cette volonté-là, et il y a toute une organisation qui se monte autour de ça. Le vin devient un élément essentiel de la conquête économique et tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est de regarder le partage de la France en deux, la ligne de démarcation. Si vous y prêtez attention, alors le tracé était secret, il changeait à chaque fois. Il a changé zone libre et zone occupée. Voilà, entre la zone libre et la zone occupée. Et en fait, la France n'est pas coupée en deux de manière équitable. Et donc, elle inclut bien tous les grands vignobles. Oui, ça c'est extraordinaire. Vous dites, c'est-à-dire que le Champagne, la Bourgogne, le Bordelais et Cognac sont dans la zone occupée. Oui, la logique voudrait que ça s'arrête au-dessus de Bordeaux, vers Nantes par exemple, que ça prenne la Loire, quoi. Mais non, ça inclut bien, parce qu'à cette époque-là, le Bordelais, c'est le centre du monde, en fait, en matière de vin. C'est l'acteur le plus puissant, le Bordelais. Donc, ça inclut bien ça. Donc, au début, quand les Allemands arrivent, il y a quelques pillages. Il y a quelques ventes sauvages. Les propriétaires vendent aux Allemands, aux soldats allemands, parce qu'ils ont soif. Ils aiment le vin français. Et il y a aussi Göring qui pille allègrement, parce que lui, c'est un ogre et il veut... Comme il l'a fait pour les œuvres d'art. Comme il l'a fait pour les œuvres d'art, voilà. Donc, il envoie ses troupes à la Tour d'Argent. Et là, ça a été vraiment le pire. On prend. Là, il a pris, oui. Il a pris beaucoup. Mais alors justement, je vous interromps, on avance dans le livre, c'est intéressant. Après, vous dites, et je voudrais comprendre, parce que ça, même en lisant, j'ai pas très bien compris, c'est que vous dites après, eh bien, les Français, enfin un certain nombre de vignerons français, ont vendu très cher aux Allemands un certain nombre de grands crus, et les Allemands achètent, mais alors vraiment, mais comment ça se fait? En fait, si on suit un raisonnement cyniquement, mais ils auraient pu continuer à piller. Pourquoi ils ont arrêté? Non, en fait, ils achètent parce qu'il y a tout un système qui est mis en place d'indemnisation, d'indemnité d'occupation. Ah oui, c'est-à-dire la France paye. La France paye. Ouais, et l'équivalent de, je crois, 150 milliards de francs par an, l'équivalent du budget. Donc l'Allemagne... Et c'est l'équivalent du budget français de l'époque, quoi. Ouais, l'Allemagne a les moyens d'acheter. Voilà. Ouais.
Et en achetant du vin à un prix raisonnable et en grande quantité, en quelque sorte, ils achètent la paix sociale. C'est-à-dire qu'en fait, et moi, mon raisonnement aussi, ça a été de me dire, moi aussi, j'avais pas compris ça au début. Et en fait, en regardant les chiffres de troupes allemandes sur le sol français, il aurait fallu en déployer beaucoup plus pour que le pays soit occupé véritablement. Et donc, en fait, en quelque sorte, ils achètent la paix sociale. Et ce que craignaient d'ailleurs les professionnels du vin, c'était les réquisitions de Vichy, de l'État de Vichy. Parce que là, en fait, ils payaient pas cher et parfois ils payaient même pas. Donc l'Allemagne met en place un système d'organisation avec ce qu'on appelle des Weinführer. Weinführer, c'est les chefs du vin. Des professionnels aguerris. Qui connaissent le vin, qui connaissent bien le vin. Qui sont francophones, qui parlent français parfaitement et qui connaissent tout le monde. Et ce sont des gens professionnels qui travaillaient déjà dans les années 30, 20, 30, voilà. Et vous racontez, certains étaient nés même à Cognac ou ailleurs, enfin, connaissaient très bien le Cognacé, Gustave Kleibisch, qui est le chef du vin à Cognac, qui s'occupe, est né à Cognac, a fait ses études au lycée à Cognac, et il a d'ailleurs, après, il a tellement bien protégé, entre guillemets, le Cognac, qu'après la guerre, il a travaillé pour des maisons de Cognac en France. Et cette collaboration, quand vous parlez justement de collaboration, est-ce que c'est une collaboration parce que le mot, effectivement, c'est devenu, un mot valise, là, il n'y a pas eu, heureusement, du rafle du Veldiv, il n'y a pas eu, ils n'ont pas été complices d'un certain nombre d'exactions. Mais vous dites, est-ce que certains ont quand même été ou résistants, ou en tout cas modérés, et d'autres ont collaboré, ont mis le commercial, disons, avant le patriotisme ou... En fait, le monde paysan a été très peu résistant, globalement. Et il y a eu de la résistance dans les vignobles, chez les viticulteurs et les propriétaires, mais c'est une infime minorité. Ça s'explique. Oui, comme partout. Comme partout. Ils ont une exploitation, ils ont des enfants, ils vont pas se mettre à faire de la résistance à 45 ans. Voilà, c'est compliqué. Mais il y a plusieurs choses. Il y a eu des profiteurs de guerre, mais vraiment de manière éhontée. C'est-à-dire que des gens se sont enrichis, sont devenus millionnaires, voire pour certains milliardaires. Y compris dans le vin. Y compris dans le vin. Y compris dans le vin, en rachetant en fait des vignobles. Et il y a quelques personnalités comme ça dont je raconte le parcours et dont les vignobles existent encore, d'ailleurs. Enfin, dans les propriétés existent encore. Et vous avez aussi des gens comme Bernard de Nonancourt qui, lui, a... Oui, alors voilà, il y a eu des résistants, il y a eu des gaullistes, il y a eu des gens qui se sont engagés dans la résistance, et Bernard de Nonancourt, il a fait partie de la deuxième DB, il a d'ailleurs découvert les caves de Hitler. À Berchtesgaden. À Berchtesgaden, dans le Nid d'Aigle, voilà. Mais c'est une infime minorité. Je comprends. Voilà. Mais alors, pour revenir justement, Antoine Dreyfus, à votre enquête, comment donc c'est organisé? Il y avait les Weinführer, mais ça dépendait de la direction kytomagistique, de la direction... Voilà, c'est ça. Voilà, justement, continuez à raconter comment c'était organisé, quoi. Il y avait la direction centrale, c'était à l'hôtel Majestic. Avenue Kléber à Paris. Avenue Kléber à Paris, maintenant qui est le Péninsula, et c'était en gros une sorte de ministère de l'Intérieur et de ministère de l'Économie mélangés. Il s'occupait aussi bien de la lutte contre les communistes et les juifs que de l'économie. Donc là, c'est de là que partent les ordres. Et après, dans les régions, en fait, les Weinführer sont assez autonomes. D'accord. Hans Baumers, par exemple, à Bordeaux, est assez autonome. Et d'ailleurs, il monte des affaires avec un Français qui s'appelle Louis Schnauer, et qui aura beaucoup de problèmes à la Libération. Oui, à la Libération, vous le racontez. Non, ce sont des histoires assez extraordinaires. D'ailleurs, vous racontez, alors dites juste, on va continuer à en parler, mais vous avez quand même eu beaucoup de gens qui vous disent, mais pourquoi, effectivement, vous soulevez ces histoires? Ça fait 80 ans, et quelqu'un d'ailleurs vous a dit, vous n'êtes pas patriote, vous, Antoine Dreyfus. Voilà, c'est patron d'une marque de champagne, que je ne citerai pas. Oui.
Mais ça m'a vraiment blessé, quoi. Parce que, en fait, moi, j'ai des origines juives, en effet, avec mon nom, mais j'ai des origines catholiques aussi. J'ai une partie de ma famille qui est catholique, et mon grand-père maternel, il a combattu en mai-juin 40. Il était engagé dans l'armée depuis 1936. C'est quelque chose qui l'a vraiment profondément marqué, que j'ai entendu toute ma jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens, tous ces soldats qui ont combattu contre les Allemands, il y a près de 100 000 morts quand même. Lui, on a oublié cette bataille. On a oublié cette bataille. L'armée française a résisté quand même contre les Allemands, la drôle de guerre. Enfin, et moi, ça m'a profondément choqué. Et d'autant plus qu'en plus, j'ai une arrière-grande-tante qui a été déportée sur le simple fait de son nom. Voilà. Donc, dire que je suis... Enfin, penser que je ne suis pas patriote, en fait, mais c'est symptomatique de cette enquête. De cette enquête, oui. Et ça, peut-être, ça vous a encore plus encouragé à écrire cela. On continue d'en parler après les informations. À tout de suite. Et André Berkoff qui reçoit Antoine Dreyfus, qui nous fait la primeur, ce mauvais jeu de mots, de parler des raisins du Reich, une enquête fouillée sur la collaboration idéologique et économique des vignerons français avec l'Allemagne nazie. Et puis on va aussi aborder cet angle économique, justement, André. Justement, on a commencé à l'aborder avec Antoine Dreyfus, qui a fait vraiment une enquête très fouillée et qui est allé sur le terrain avec une certaine omerta, évidemment, qui peut se comprendre. Mais justement, ce qui s'est passé entre 40 et 44, et ce qui est tout à fait passionnant dans son livre, que je recommande encore une fois, c'est l'organisation. Comment ça a été organisé avec ce qui est, il ne faut pas l'oublier, le vin, qui est vraiment le symbole de l'identité française. Enfin, en tout cas, l'un des symboles les plus importants de l'identité française et de la nation française. Donc bon, voilà. Et puis les Allemands étaient très très friands de cela. On a parlé avec Antoine Dreyfus de l'organisation. Et ce que vous dites, vous, vous dites que le commerce a été florissant, mais que la France, vous vous rappelez, était en surproduction dans les années 30. Oui, c'est ça. En fait, dans les années 30, les viticulteurs, les négociants n'arrivent pas à vendre le vin français. Il y a une crise de surproduction. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on avait aussi l'Algérie, qui est un très grand producteur de vin, avec des vins charpentés, des vins soutenus, enfin voilà. Et donc, ils n'arrivaient pas à vendre. Et donc, l'arrivée de l'Allemagne, c'est un effet d'aubaine. Oui, c'est clairement un effet d'aubaine. Et comme c'est quand même le pays de l'organisation, l'Allemagne. Ils organisent ça très bien. Et ils planifient. Voilà, parce qu'il y a eu aussi l'idée qui courait que les Français les Vignobles avaient joué un mauvais tour aux Allemands, un peu comme dans La Grande Vadrouille. Où l'Allemand est bas du casque et comprend rien. Sauf que non, ils ont mis en place des Weinführer, donc des chefs du vin dans chaque région, qui sont des professionnels aguerris, qui connaissent parfaitement le milieu, qui connaissent tous les gens. D'ailleurs, à Bordeaux, quand Heinz Bommers arrive, ils ont tous un gros sourire. Oui, parce qu'ils le connaissent. Voilà. Donc, le père d'Heinz Bommers a été propriétaire du château Smith au Lafitte. Voilà, donc tout se passe très bien, en fait, tout se passe très très bien. Et on consomme sans modération ou avec modération. Je veux dire par là que les Allemands faisaient grande consommation de vin, ou c'était surtout réservé aux dignitaires, même si c'était nombreux. Alors il y avait les deux choses. Il y avait à la fois donc l'achat pour du champagne et des grands Bordeaux et des grands Bourgogne, et du cognac aussi. Les Allemands étaient hyper friands de cognac. Pour les fêtes nazies, pour les dignitaires nazis, et il y en avait beaucoup. Et il faut se rappeler en plus qu'avec la progression de l'Allemagne nazie dans les territoires, à l'Est, etc., en Europe et ailleurs, en fait, il fallait fournir toutes ces réceptions, toutes ces ambassades, etc. Oui, et vous dites que justement, ils augmentaient la ration, d'ailleurs, de vin des soldats, etc. Voilà, et puis il y avait pour la troupe, voilà. Et pour la troupe, ça... Plutôt de la piquette pour la troupe. Alors plutôt du vin de moins bonne qualité, oui. Et alors, vous dites qu'il y avait aussi, mais c'était moins fort idéologiquement, alors politiquement,
il y a eu bien sûr des personnes, on le sait, vous parlez de Adrien Marquet, l'ancien maire de Bordeaux, vous parlez d'un sorte de Descasse, de Roger Descasse, c'est comme ça qu'on prononce, oui, qui était le syndicat national des vins et spiritueux. Mais est-ce que franchement c'était idéologique ou en fait c'était un cache-nez ou un cache-sexe pour l'économie? Ce qui intéressait, c'était l'intérêt économique, mais où il y en avait qui étaient vraiment très sincèrement, il faut que l'Allemagne gagne, etc., comme il y en a eu parmi les intellectuels, parmi les politiques et autres. Il y a eu beaucoup de profiteurs de guerre, évidemment, beaucoup de gens qui mettaient le commerce avant la morale, et donc ça c'était leur but, c'était de faire de l'argent, clairement, des profiteurs de guerre. Mais il y a eu aussi quand même une grosse partie d'adhésion idéologique, d'abord au pétainisme, parce qu'en fait le monde agricole, et ça je le rappelle et je le raconte, est quand même largement pétainiste. À l'époque. À l'époque, oui, à l'époque. Ouais, c'est-à-dire, en fait, il y a ce qu'on appelle, il y a les fameux. C'est le retour à la terre. C'est le retour à la terre, voilà. Et puis, en fait, c'est pas tellement le terroir, parce que le terroir c'est formidable, mais c'est l'utilisation idéologique du terroir. C'est-à-dire, on sait d'où vous êtes. Vous êtes de Beaune ou de Bordeaux ou de Pessac. L'autre, là, à côté, on ne sait pas d'où il vient. Le métèque, le juif, etc. Voilà. En fait, c'était ça. Donc, vous êtes enracinés. Vous êtes enracinés, voilà. Donc, il y a une adhésion idéologique, et ça va même plus loin pour certains, notamment le patron de Pommery, Melchior de Polignac, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Collaboration. Et donc, dans ce groupe Collaboration, il y a toutes les élites françaises, des écrivains, des intellectuels, des patrons, des capitaines d'industrie. Et il rêve d'une Europe dominée par l'Allemagne nazie. Et là, c'est très clair. Comme ont été les Déa, les Doriot, etc. Voilà, etc. Et là, Melchior de Polignac, il a un rôle assez actif. D'abord, il a un salon à Paris où sont reçus à la fois les diplomates allemands, les officiers du renseignement, et puis des profiteurs, des gens qui grenouillent, tout ça. Alors après la guerre, il dira qu'il joue un rôle d'agent double, mais c'est faux, il n'a pas joué aucun rôle d'agent double. Et puis, donc il a ce salon, et puis il est très copain avec Van Ribbentrop. Van Ribbentrop est le ministre des Affaires étrangères. Je rappelle qu'il a été condamné et exécuté à Nuremberg. Voilà. Et donc Van Ribbentrop était représentant en Champagne. Il avait épousé la fille de Heinkel, qui était un gros marchand. Et ils faisaient de la chasse ensemble dans les années 30, avant la guerre, dans les propriétés de Melchior de Polignac. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Pommery à Reims, mais c'est énorme, c'est un gros domaine. Et donc là, il y avait une adhésion, et lui rêvait clairement d'une Europe avec l'Allemagne nazie gagnante, triomphante. C'est là que c'est très intéressant, mais en fait, après, effectivement, vous racontez aussi, et c'est très intéressant, les condamnations, puis l'amnistie, puis tout ça, 80 ans ont passé, ou presque. Mais ce qui est intéressant, alors, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes penché là-dessus, est-ce qu'il y a eu un de ces Polignac ou autres qui a reçu la Francisque de Pétain, comme le reçu un certain François Mitterrand et beaucoup d'autres, certains autres. Alors ça, je ne me suis pas penché, en effet. C'est intéressant de savoir si un des viticulteurs a été décoré de la Francisque. Mais c'est une question intéressante. Vous savez qui a publié, d'ailleurs, la liste complète. La liste complète avait été publiée par le Crapouillot en 1971. D'accord. Les 1400 de la Francisque. Pour revenir à cela, aujourd'hui, on est loin, heureusement, tout ça, et c'est du passé. En même temps, comme vous dites, il y avait un livre qui s'appelait « Un passé qui ne passe pas ». Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'on peut en tirer comme d'habitude? Parce que l'industrie a collaboré, beaucoup de gens ont collaboré un peu partout. Est-ce que du coup, on ne dit pas, oui, écoutez, c'est bien d'en parler, mais au fond, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Quelle morale ou quelle conclusion vous en tirez quand on voit ça avec le recul et quand on fait le bilan, comme vous l'avez fait, quand vous savez l'enquête que vous avez fait? Avec le recul, en fait, on s'aperçoit que les régions réagissent vraiment différemment, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, certaines sont dans le déni. Par exemple, le Bordelais est encore dans le déni, mais je pense qu'ils ont un problème avec leur histoire, puisque
Ils ont ce même problème avec la traite négrière. Il a fallu attendre Juppé, qui ouvre des salles au musée d'Aquitaine pour qu'on parle de la traite négrière. Et qui ne sont pas dans les dénis, alors qui ont reconnu les régions. Alors, il y a le Bordelais, la Champagne, ils sont dans une vision plutôt résistentialiste. C'est-à-dire, ils mettent plutôt en avant ceux qui ont résisté. Mais il y a un dialogue qui se fait quand même. D'accord. Le Bordelais, on peut même pas discuter. Voilà. Et la Bourgogne a une attitude qui me semble être la plus juste, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a eu des choses qui ont été pas bien, et reconnaître que le maire de Beaune à l'époque, Duché, c'était un pétiniste collaborateur. Reconnaître, il y a une histoire en fait aussi à Beaune, c'est-à-dire qu'en fait la ville de Beaune a donné une parcelle de vin au maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain a eu son vin qui s'appelle le Clos du Maréchal. Alors, si toutes les traces ont été effacées aujourd'hui, qu'il faut vraiment faire une enquête de détective privé pour savoir où c'est, ils reconnaissent et ils ont... Du coup, en fait, c'est faute avouée est à moitié pardonnée, presque. Oui, bien sûr. Non, mais ils ont eu le courage de regarder ça en face. Et moi, je trouve que c'est... ce qui permet plus d'avancer en fait pour la suite, quoi. Voilà, parce qu'on va pas non plus éternellement ressasser le passé. C'est pas ça l'intéressant. Et en Allemagne d'ailleurs, il commence à y avoir depuis 10 ans vraiment un mouvement très profond de reconnaissance continentale, par exemple, a fait un travail remarquable là-dessus. C'est vrai. Et de dire ce qui s'est passé. En tout cas, écoutez, un livre à lire, une vraie enquête, Les raisins du Reich, quand les vignobles français collaboraient avec les nazis. Encore une fois, ce n'est pas pour ressasser, mais c'est pour en tirer les enseignements qu'il faut. Merci Antoine Dreyfus. Merci. Et Antoine Dreyfus, quand vous nous dites que les régions réagissent différemment, vous allez presque nous convaincre du fédéralisme allemand. Il faudrait pas. Et alors, je rappelle que ce livre est une enquête passionnante. Vous l'avez dit, André Pasquefouillet, mais c'est aussi une enquête inédite. Le livre sort demain aux éditions Flammarion, Les raisins du Reich, par Antoine Dreyfus. Et vous pouvez retrouver cet entretien sur YouTube. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300.